Bienvenue à tous. Nous reprenons ce soir notre thème annuel, réunir pour une juste réalisation planétaire. On a vu ensemble lors de la première conférence à quel point il était nécessaire de procéder à une grande réunion. Une réunion sur plusieurs plans, que nous avons symbolisée par les 4 éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. On avait touché ensemble que l'air qui symbolise l'âme nous invitait à une réunion entre l'être individuel que nous pensons être et l'être global que nous sommes fondamentalement. L'être global entendu comme étant la gigantesque conscience qu'on nomme conscience planétaire, être planétaire, âme une, ou encore celui en qui nous avons la vie et l'être. Cette entité conscience dont nous sommes tous les descendants, dont nous sommes tous issus, tous humains, animaux, végétaux, minéraux, tous descendants, animés, vivifiés par cet être planétaire. C'est nous. Et puis, nous avions évoqué que l'air est aussi le symbole de la relation et nous invite à entretenir une relation intime, forte avec l'âme une, en nous. Car de la relation, naît un nouvel être. Dans la relation, nous prenons conscience de notre véritable identité. À travers cette relation, l'être est né, ou en tout cas a commencé à pointer le bout de son nez, le bout de sa lumière en nous. Bon, ok, super, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Mais bien que ce premier pas soit essentiel, ça suffit évidemment pas. Et nous allons devoir passer par le feu, procéder à une nouvelle réunion, après l'air, le feu. Nous vous invitons donc ce soir à une réunion mentale, où le mental pourra retrouver sa véritable fonction, aimer. Pourquoi une nouvelle union ? Simplement pour que la réalisation soit complète. La réalisation planétaire, c'est notre thème annuel, c'est-à-dire rendre réelles, tangibles, les qualités les plus élevées, les plus pures de l'âme une. Et oui, l'âme, comme on l'a vu la dernière fois, est avant tout qualité. L'être planétaire, comme on l'appelle, est doué des qualités d'être les plus divines, dont on soupçonne à peine la beauté et la grandeur. Même si on en pressent déjà quelques aspects. Et pour que cette réalisation soit complète, nous devons procéder à une réunion sur tous les plans. L'air, le feu, l'eau et la terre, qui sont, comme on l'a vu, les symboles de l'âme, du mental, de l'émotionnel et du physique. C'est nouveau ça, cette réunion au sein comme ça des différents aspects de l'humain, âme, mental, émotionnel, physique. Non, pas du tout, c'est pas du tout nouveau. On trouve même ça dans différents enseignements spirituels et religieux. C'est même très connu et très pratiqué partout dans le monde. Et ce, depuis plus de 5000 ans. On appelle ça tout simplement le yoga. Yoga, ça signifie union. On trouve même une trace étymologique qui signifie atteler, réunir deux aspects pour en faire un. Et on voit aussi d'ailleurs dans le yoga très clairement le détail de cette réunion au sein des différentes parties de l'humain, avec les différents types de yoga. On parle de Hatha Yoga, de Laya Yoga, en lien avec le corps physique. On parle du Bhakti Yoga, en lien avec le corps émotionnel, qu'on appelle aussi le yoga de la dévotion. On parle aussi du Raja Yoga, le Raja royal, comme on l'appelle, ou l'union par le mental, et aussi l'Ani Yoga, l'union par l'identification au tout. C'est intéressant de retrouver cette proposition de réunir dans les pratiques de la sagesse ancestrale. Et on sent bien que l'humain a toujours eu une espèce d'appel à unir et à réunir. Ce qui est nouveau par contre, c'est le but de cette union. Une réunion des différents aspects de l'être, oui, mais dans le but d'une réalisation planétaire et non personnelle, comme on l'a bien expliqué lors de la première conférence. Ça change complètement de point de vue. C'est même tellement nouveau, tellement étonnant pour l'individu particulier, qu'on appelle la personnalité, que c'est toujours bon de le rappeler. C'est une nouvelle voie de réalisation qui vient se subordonner à l'ancienne. L'ancienne voie avait pour but, cette union au sein de cette ancienne voie avait pour but de faire un avec moi-même, de me centrer, de trouver une unité, que tous les aspects de moi soient intégrés, alignés, que je puisse rayonner pleinement en tant qu'individu sur la Terre. Mais la nouvelle voie de réalisation, c'est bien autre chose. C'est que l'être, avec un grand E, comme on l'a déjà expliqué, puisse lui rayonner pleinement ses qualités à travers les individus que nous sommes.
Et pour ça, nous devons pratiquer un yoga total, qui recherche l'unité à tous les niveaux. Une réunion donc qui nous invite à être comme un, à penser comme un, à aimer comme un et à vivre comme un. Une réunion qui nous invite à être comme un, penser comme un, aimer comme un et vivre comme un. C'est une nouvelle voie car jusque-là, dans la recherche de réalisation personnelle, nous avons surtout cherché une voie plutôt pour nous élever dans une aspiration, un courant ascendant. Et la juste réalisation planétaire nous fait percevoir qu'en fait, nous sommes plutôt des descendants et pas des ascendants. Et oui, des descendants de l'âme une. Des descendants dans le sens, bien sûr, que nous en sommes les enfants, mais surtout que nous, les humains, nous sommes les descendants dans le sens que nous pouvons faire descendre le divin jusque dans la forme. Descendants car nous avons la capacité et même le rôle de faire un, de réunir le ciel et la terre, l'esprit et la matière, l'âme globale, l'âme plutôt individuelle comme on l'a vu la dernière fois. Faire descendre les qualités d'être les plus pures, les plus subtiles, jusque dans leur manifestation concrète, et descendant depuis l'air, le feu, l'eau, jusqu'à la terre. Bien, allons-y, soyons les dignes descendants, participons activement à cette grande réunion planétaire, pour continuer donc, après l'air, le feu. Allumons le feu. Quel symbole alors se cache derrière le feu? Quel rapport d'ailleurs avec le mental? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Le feu, il y aurait tellement de choses à dire sur le feu. Le feu, c'est vrai que c'est omniprésent dans nos vies. C'est ce que nous disent d'ailleurs les enseignements sur la sagesse. Dans notre système solaire, on ne peut pas échapper au feu. On parle même de différents feux. Le feu par friction, le feu radiant, comme dans le feu solaire par exemple, le feu électrique, comme la foudre, avec leur correspondance du feu dans la matière, du feu dans la conscience et du feu de l'esprit. On attribue de nombreuses propriétés à ces différents feux. Et que ce soit les différentes propriétés du feu physique, du feu de la conscience ou du feu de l'esprit, le feu est partout. On dit même dans la Bible que Dieu lui-même est un feu dévorant. On retrouve aussi le symbole du feu ayant une importance majeure dans différents courants de pensée religieux ou philosophiques. Dans l'hindouisme, avec Agni, la divinité du feu, en Grèce avec Prométhée, qui a volé le feu à Vulcain, mais aussi dans l'islam, dans le christianisme, et j'en passe, bref, le feu, il semble vraiment une énergie fondamentale. Mais du coup, si on le retrouve un peu partout, on pourrait plutôt s'interroger quelle qualité peut-on lui attribuer? Et du coup, quel rapport avec le mental, puisque c'est de ça qu'on parle ce soir. Le feu, dans sa définition, est décrit comme étant une énergie thermique et lumineuse. C'est vrai que le mental, quand on y pense, on dit facilement que c'est un peu pareil. On dit que quand le mental travaille, ça chauffe, ça produit de l'énergie. Donc, d'ailleurs, une certaine puissance, on en reparlera tout à l'heure. C'est vrai aussi que le mental illumine. On associe la lumière à la compréhension. Quand on comprend, tout devient clair. Un peu de même que dans le feu, notre feu physique plutôt amène de la lumière, comme dans le soleil, dans un feu de camp, même dans nos ampoules, dans nos filaments ou halogènes, c'est le même principe. On dit aussi que le feu détruit et construit. C'est vrai qu'il détruit une forêt, par exemple, mais il est construit aussi dans les alliages, par exemple en sidérurgie, dans la soudure ou dans tout autre domaine où le feu, justement, permet cela. Le mental aussi, quand on y réfléchit. On voit à quel point nos idées sont parfois destructrices, on le voit très bien dans l'humanité, et même dans nos vies à nous, et parfois, au contraire, comme elles peuvent être constructives. Et ça avec beaucoup de puissance, comme le feu. Et puis le feu, pour l'humanité, ça a aussi beaucoup amené la notion de pouvoir. Alors que ça soit à la préhistoire, c'est vrai que ceux qui avaient le feu, ils avaient un certain pouvoir sur les animaux, sur les autres humains. Puis le pouvoir des armées, où le feu a permis comme ça de forger les armes. On a même parlé plus tard d'armes à feu, de puissance de feu quand on parlait d'une nation. Jusqu'à aujourd'hui, on parle même de puissance nucléaire. Le feu et le pouvoir sont étroitement liés dans l'histoire humaine. Le mental et le pouvoir aussi, c'est évident. Plus le mental s'est développé dans l'humanité, plus il a donné de pouvoir à ceux qui l'avaient. On le voit dans de nombreux exemples qui sont d'ailleurs plus ou moins heureux pour l'humanité. Et puis une dernière propriété
du feu qui va nous intéresser un peu plus particulièrement ce soir, même s'il y en aurait bien d'autres évidemment, c'est sa grande capacité à se propager. Si les conditions sont appropriées, le feu se propage à vitesse grand V. Il en va de même pour le mental. Une idée, quand elle trouve le terrain adéquat, se propage, elle aussi, de manière assez spectaculaire. Le feu produit de l'énergie, il éclaire, il construit, il détruit, il a du pouvoir, il se propage. Le mental a des qualités similaires. Nous voilà bien avancés, mais quel rapport avec notre réalisation planétaire? Et surtout, comme on l'a dit, c'est le titre de la conférence, en quoi ce mental est une nouvelle voie de réalisation? Simplement pour comprendre, il faut bien voir que le mental est déjà une voie de réalisation. Mais pour l'instant, nous avons employé ces qualités, ces compétences, on pourrait dire, pour notre réalisation personnelle. C'est vrai que si on est tout à fait honnête, on peut regarder à quoi employons-nous le mental? À quoi nous nourrissons ce feu du mental? De quel bois on se chauffe, on pourrait dire? La plupart du temps, nous nourrissons ce feu mental avec les bûches de la conscience individuelle, personnelle, le moi, ses problèmes, ses aventures quotidiennes, ses besoins, ses questions sur le monde des formes, du travail, des amis, des amours, des passions. Voilà un peu toutes les bûches qui sont mises dans le feu de notre mental. Et c'est assez fou de voir comme on aime bien ça. Et si on prête un peu attention, on peut même sentir cette énergie en nous, sentir ce feu, cette activité mentale, intense, automatique, permanente. On sent même souvent que quand il y a beaucoup de stimulation, on est vite en surchauffe, ça fume un peu là-dedans, comme on dit. En tout cas, ce mental nous éclaire, ou tente de nous éclairer. La lumière puissante qui s'en dégage nous éclaire sur le moi et sur le monde des formes. C'est grâce à ce feu qu'on dit « Ah, je comprends mieux maintenant qui je suis, comment je fonctionne, pourquoi j'agis comme ça ?» Le feu du mental rend clair ce que je suis et ce que je veux. Et ainsi, je commence à forger des idées de moi et du monde que je perçois, de mes opinions, de mes goûts à moi, de mon rapport avec les autres. Ces idées, forgées au feu du mental individuel, vont nous construire et avoir du pouvoir sur nous. Ces idées vont nous structurer, nous diriger au fur et à mesure pour réaliser notre but personnel. Et oui, on construit notre futur par les idées, et nous sommes le résultat, le fruit de nos pensées, comme on dit. On ne prend pas assez conscience de cette réalité. Et tant que nous nous chauffons au bois du moi, nous construisons et donnons du pouvoir aux idées qui permettent simplement une réalisation individuelle. Intéressant d'ailleurs de voir que sans le mental, pour clarifier nos désirs et nos aspirations, nos buts personnels, sans ces idées claires du moi et donc de ses buts, il y a très peu de pouvoir personnel, très peu de rayonnement individuel et quasiment pas de réalisation du moi. Juste une succession de désirs pas clairs, pas tenus dans le temps, sans vraiment un cap, sans vraiment une vision. Sans mental, on avance un peu comme un jeune chien qui suit une odeur de nourriture, puis qui quitte son chemin pour chasser une sauterelle, puis attiré par un bruit, puis par autre chose. C'est comme ça qu'on a tendance à fonctionner quand le mental, comme ça, n'est pas très éveillé, quand le feu ne brûle pas très fort. D'ailleurs, vu à plus grande échelle, si nous nourrissons ce feu du mental à partir du moi, de mes désirs personnels, de mes idéaux, de mes envies à moi, ce feu justement où nous forgeons les idées qui nous dirigent et nous construisent, c'est pas étonnant de voir un monde comme le nôtre. Oui, l'humanité est telle qu'elle pense dans son cœur, on dit souvent. Elle est construite, forgée, essentiellement au feu de l'individualisme et de l'égocentrisme. Pourtant, nous sommes pleins à vouloir changer cela. Bien sûr, mais le problème, c'est que même nos désirs de changement, pour un monde meilleur, pour un monde d'amour, de paix, d'équité, de justice, tous ces désirs de changement, ils émanent, ils sont forgés à partir de ce même feu. Mais alors il faut absolument tout revoir. Quasi toutes nos idées sont issues de cet état de conscience individuel. Toutes les idées qui nous construisent ont été et sont encore aujourd'hui forgées dans le feu des besoins et des envies personnelles. Il faut tout revoir alors.
Ben ouais, mais c'est désespérant. Tout est à refaire. Alors c'est vrai qu'on pourrait le voir comme ça, comme quelque chose de désespérant. Mais vu d'un autre point de vue, au contraire, quel espoir grandiose. Ben oui, quel espoir de voir le pouvoir du mental, son pouvoir de clarifier, de rendre intelligible un état de conscience et les idées qui en découlent, le pouvoir du mental de donner de la puissance à ces idées, allant jusqu'à leur réalisation finale. Le mental est un grand espoir. Bravo le mental. Quelle efficacité. Une fois une idée en tête, ah ben c'est sûr que ça envoie. Et puis l'énergie suit la pensée, et là pour le coup, quelle puissance. Il n'y a qu'à voir dans nos vies, quand nous avons réussi à comprendre et à toucher clairement une idée qui nous animait, à quel point cela rend possible sa réalisation. Et puis quelle ingéniosité ce mental, sa capacité à créer, à trouver des solutions à tous les problèmes, à inventer sans cesse pour réaliser son but. Que ce soit pour un métier, pour un désir d'un lieu d'habitation, des vacances, une relation amoureuse, merci au mental pour sa capacité à clarifier et à aller au but. On peut voir la même chose au niveau d'une société, d'un pays ou d'une civilisation. Le pouvoir et la puissance des idées qui ont œuvré de tout temps. Quel espoir du coup! Le mental est là, bien développé, dans toute une partie de l'humanité, avec son pouvoir de réalisation. Une merveille! Bravo au mental! Simplement, au lieu de nourrir ce feu des états de conscience individuels, de nourrir ce feu avec ces états de conscience individuels, personnels, d'utiliser ces pouvoirs du feu pour le moi, il va simplement falloir apprendre à l'utiliser pour l'ensemble. À utiliser le mental pour participer activement, non plus à ma réalisation personnelle, mais à la réalisation de l'être planétaire. À penser pour amener les qualités divines en manifestation. À utiliser notre feu mental pour fusionner avec un feu d'ensemble, un feu qui brûle clairement pour l'ensemble et qui génère des idées capables de guider l'humanité. Le feu de l'âme, bien sûr, qui cherche à se propager dans tous les petits feux que nous sommes. Oui, on doit apprendre à utiliser le mental à sa juste place. C'est vrai, quand on parle du mental, une question nous chagrine souvent. Mais pourquoi passer par le mental? Comme on l'a vu dans la dernière conférence, se vivre comme un seul être, mais ça suffit bien déjà. Entretenir cette relation intérieure jusqu'à devenir pleinement, comme ça, la conscience unifiée. C'est grandiose, c'est l'amour avec tout le vivant. Et il y a juste à être cela. C'est vrai qu'on entend beaucoup ça et que nous-mêmes, parfois, on aurait tendance à se laisser aller à ce premier contact. C'est vrai que c'est essentiel, et c'est d'ailleurs par là qu'on a commencé, avec la symbolique de l'air. Mais évidemment, ça ne suffit pas du tout. Pourquoi? Simplement, ce vécu d'être, cet amour fondamental, sans le mental, n'a que très peu d'impact sur le monde des formes. Les qualités d'être, sans le mental, n'ont pas de pouvoir de réalisation et de propagation dans les formes. Les qualités d'être, les plus subtiles, ne peuvent pas se manifester jusque dans notre quotidien, dans toute l'humanité, et les autres règnent sans le mental. Et oui, le mental est la voie royale pour les qualités divines. On appelait tout à l'heure le Raja Yoga, Raja qui veut dire royal. C'est important de se représenter symboliquement à quel point le mental nous ouvre la voie, et la symbolique du feu, le feu ouvre la voie à l'âme une pour trouver son chemin à travers la matière. Le mental, donc le feu, ouvre la voie à l'âme une pour trouver son chemin à travers la matière. Important de se représenter ça. Grâce au mental, l'âme une peut s'épanouir sur Terre, se propager partout dans le monde manifesté. Donc se réaliser. Sans le mental, c'est un peu l'ancienne voie de réalisation, la voie qui s'apparente à la voie mystique de l'ère des poissons. Une voie de réalisation sensible et personnelle, avec très peu d'impact sur l'ensemble de l'humanité et de tous les vivants, voire quasi pas. La nouvelle voie de réalisation, celle de l'ère du Verseau, est elle par contre mentale et de groupe. Elle est mentale et de groupe et avec beaucoup d'impact sur l'ensemble de l'humanité et de tout le vivant.
La voie sans le mental reste dans la sphère de la sensibilité personnelle, floue, difficile à exprimer et surtout pas claire, pas illuminée mentalement. C'est-à-dire pas réellement comprise, pas précise et sans possibilité de véritable changement. La voie royale est claire, précise, traduit chaque qualité et son rôle au sein du tout. Elle rend les qualités d'être psychologiques et permet à ces qualités d'être de s'incorporer dans notre propre nature, de se propager dans le corps mental de toute l'humanité et d'en influencer le mode de pensée, ce qui va changer réellement notre quotidien, individuellement, collectivement, à tous les niveaux et tous nos rapports, toutes nos relations avec tout le vivant. Sacré changement quand même. On retrouve d'ailleurs 2 symboles qui nous rappellent l'importance primordiale de l'utilisation du mental. 2 symboles qu'on trouve dans la mythologie et dans la religion. Vulcain, dieu du feu qui réside sous l'Etna. On dit que Vulcain, l'Etna qui est quand même un volcan, où on dit que Vulcain forge les traits de foudre pour son père Jupiter. Jupiter qui est le dieu qui gouverne, appelé aussi Zeus, le dieu suprême, dieu du ciel. On peut donc y voir le mental au service du divin qui génère les idées pour impacter la vie sur Terre. Dans l'hindouisme également, où Agni chevauche un bélier, symbole du mental, où là encore, le mental est un serviteur utilisé par le divin pour s'exprimer. Le mental est le messager des dieux vers l'humain. On dit d'ailleurs que Agni a un rôle civilisateur. Mais cela se fait à condition que le mental soit chevauché, uni, attelé aux pensées de celui en qui nous avons la vie. Bon, ok, on voit bien pourquoi cette réunion doit se vivre aussi sur le plan mental, dans le feu. On voit combien le mental est essentiel. Mais en quoi ça consiste vraiment? Comment on s'y prend pour ce yoga mental? Quel terrain mental permet à l'âme de se propager et de trouver sa voie de réalisation? On va voir qu'il y a plusieurs stades pour cette union, pour ce yoga du feu. Eh bien, pour commencer, on est appelé à un décentrage mental, ce qui demande un peu de souplesse, comme pour le yoga physique d'ailleurs. Un décentrage mental, qu'est-ce que c'est que ça? Simplement, comme on disait tout à l'heure, nous chauffons le mental avec le bois du petit moi. Ce que nous donnons à consumer au mental, au feu du mental, c'est mes préoccupations. On active le mental pour comprendre vraiment ce à quoi nous portons de l'intérêt, ce qui nous touche, ce qui nous passionne. On utilise cette énergie mentale pour que cela nous rapporte quelque chose personnellement. Soit que ça mette de la lumière sur mes problématiques personnelles, familiales, amoureuses, professionnelles, ou d'autres, pour que ce feu m'éclaire moi, me donne des solutions personnellement. Soit pour avoir des connaissances, on utilise le feu du mental, pour avoir des connaissances culturelles, philosophiques, scientifiques, pour que ce feu me fasse briller, moi, me donne une certaine lumière, une certaine aura. Le décentrage mental, c'est quand on commence à faire chauffer le feu du mental avec le bois du nous, le bois de l'humanité, de ce qui se passe dans le monde de manière globale. Un mental impersonnel qui s'intéresse à ce qui intéresse l'humanité, qui s'intéresse aux sujets importants de ce qui se passe, de ce qui se joue dans l'humanité. Un mental curieux de l'humain, dans tous ses différents aspects, psychologiquement, sociologiquement. Qu'est-ce que vit l'humanité dans ces différents domaines d'activité? Intéressée par la géopolitique, par l'économie mondiale, les différentes religions, l'histoire de l'humanité, les découvertes scientifiques, les affaires humaines. Pas tout en même temps, bien sûr, mais quand ça semble important et présent dans l'actualité. C'est un mental impersonnel qui cherche à comprendre quelles sont les pensées qui animent l'humanité. Comment pense l'humain? C'est ça qui l'intéresse. Et tout ça sans avoir le moindre avis personnel, sans une opinion ou un jugement. Simplement un observateur du monde sans parti pris. Ça existe, ça? Mais oui, ça existe et c'est même complètement naturel quand on est décentré. Et puis c'est quelque chose, on s'y entraîne, c'est un peu, ça s'apprend, on apprend cette gymnastique, cette souplesse mentale. On apprend aussi à suivre peut-être les bonnes sources d'informations et à porter un bon regard sur l'actualité.
Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ça, le feu de notre mental opère une première union. Et une première union qu'on va pouvoir même accentuer consciemment. En fait, en utilisant le mental dans cette optique, on rejoint mentalement tous ceux qui portent cet intérêt au monde. On unit notre mental au groupe mental qui aime l'humain, qui s'en préoccupe. Ça paraît peut-être anodin comme ça, mais en fait c'est primordial, car ça allume un nouveau feu en nous, un feu bien plus grand, bien plus clair. C'est même une nouvelle qualité de feu, qui permet de voir l'humanité de façon plus claire, sans les filtres de la personnalité. Et puis cette posture mentale renforce, attise ce feu de groupe mental. On nourrit et on est nourri par ce feu. On est alors unis à un véritable réseau mental. On n'est plus jamais seul mentalement. On devient un corps mental, un mental collectif, humain. Ce mental collectif au sein duquel circulent les informations qui se propagent, qui communiquent même de manière instantanée. Et on en prend conscience de plus en plus chaque jour. Un corps mental qui est uni, qui est soudé par l'intérêt d'ensemble, qui est au contraire complètement d'un mental focalisé sur soi, qui tourne en boucle sur lui-même, seul, qui s'autoconsume, car pas du tout connecté au réseau. C'est vraiment une première posture qui est primordiale, et c'est d'ailleurs un oubli très courant chez le chercheur spirituel. Ce chercheur spirituel qui est bien trop souvent omnubilé par ses propres recherches, en comme ça, consommation. C'est primordial car c'est seulement depuis cet état mental, ce feu de l'intérêt de groupe, que va pouvoir se produire une union avec un type de mental encore plus global, celui au niveau de l'âme. Car l'âme est en groupe, elle ne s'occupe pas de l'individu ni de ses problèmes. Ça fait un petit peu gloup quand on dit ça, l'âme qui ne s'occupe pas de l'individu ni de ses problèmes. En tout cas, depuis ce mental décentré, l'union va pouvoir alors s'opérer avec un feu encore plus grand, encore plus pur. Celui du mental, mais au niveau de l'âme elle-même. C'est un feu actif qui pense le bien commun pour l'humanité. On va pouvoir s'unir avec ce feu qui cherche à éclairer la conscience humaine, qui réfléchit aux idées évolutives pour la conscience dans l'humanité. C'est un feu permanent qui produit les idées essentielles pour amener le bien, le beau et le vrai partout sur Terre. C'est donc une réunion mentale avec tous les penseurs en tant qu'âme, avec tous les véritables serviteurs du monde, avec les maîtres de sagesse, les initiés et les disciples, incarnés ou non, avec toutes les entités, toutes les forces mentales qui monopolisent leur énergie mentale, leur substance mentale, qui sont monopolisées en tant qu'unité mentale, travaillant en réseau uniquement pour le bien de l'ensemble. Une belle invitation. C'est ce yoga du feu qui nous invite à rejoindre, à nous donner, à fusionner avec ce groupe mental. Ce mental unifié, on l'appelle aussi le penseur. Intéressant de conscientiser en nous qu'il existe bel et bien un espace mental au sein même de l'âme, une unité mentale active, animée par les consciences les plus subtiles, dans une intense concentration, qui pense calmement, avec toute la sagesse possible, pour le bien de l'ensemble. C'est le penseur. On dit que le penseur aime le monde et il pense parce qu'il aime. Mais comment rejoindre et devenir ce penseur ? C'est encore par l'amour qu'on peut nous unir à ce feu. L'amour dans son sens noble, comme on l'a développé, comme on l'a éprouvé même dans la conférence sur l'air, où nous nous reconnaissons comme un seul être. C'est par l'amour et son pouvoir magnétique qui rassemble, qui unit intérieurement tous les êtres qui se reconnaissent comme un. Cette fusion de groupe intérieur qui a permis d'être comme un, permet alors une fusion mentale et nous invite à penser comme un. Par amour de l'ensemble, nous pouvons unir notre énergie mentale, notre substance mentale,
à ce mental unifié. Se donner mentalement, donner toute notre capacité à se concentrer, à penser pour amplifier, pour attiser le feu du penseur. Car nous le sommes. Nous sommes en tant qu'âme un point de feu du penseur. Alors en tant que penseur, on est invité à participer à l'écoute active de ce qui se pense. Mais c'est très abstrait tout ça, ça même fait un peu vague peut-être. Qu'est-ce qui se pense dans ces sphères de conscience? Bien sûr que ça semble très abstrait, et bien sûr abstrait, et bien sûr que ça semble même inaccessible. Et pourtant, prend-on au moins le temps d'essayer? Prend-on au moins le temps d'essayer de participer à ce grand mental d'amour qui cherche simplement à percevoir et à traduire le plan pour la réalisation de cette grande vie à laquelle nous appartenons? Le plan actuel pour le développement divin. Est-ce qu'on essaye simplement de se donner mentalement pour aider à percevoir ce qui doit être? Aider à percevoir quels sont les prochains pas de conscience. Aider à percevoir quelles qualités doivent se développer et comment se vivent ces qualités intérieurement. Se donner pour essayer de percevoir comment l'humain peut comprendre ça et l'incarner complètement. Pourtant, on sait très bien que plus le récepteur mental est large, plus la réception est bonne. Plus le récepteur mental est animé par l'amour, plus on peut capter ce plan. Il faut conscientiser que ces temps de pensée sont des temps d'une extrême sensibilité, d'une concentration précise, d'une écoute profonde. Des temps où il n'y a rien à inventer, rien à ressasser, pas à se concentrer sur ce qu'on a déjà lu, déjà entendu, et pas des temps où il y a quelque chose à attendre personnellement. Mais des temps intenses à se laisser toucher, à se laisser imprégner, à se laisser même impressionner par ce feu intense du mental, à rejoindre et à devenir ce penseur. Alors, c'est en tant que penseur qu'il va y avoir une union encore plus grande. C'est en tant que penseur qu'on va offrir un terrain favorable pour que se propage le feu originel, le feu qu'on appelle des fois le feu de la pensée pure. La pensée pure est l'étincelle divine de ce qui doit être. L'étincelle gorgée de la vie des fondements même de cette grande vie une. Gorgée des lois fondamentales, des intentions, de la volonté même de celui en qui nous vivons. On parle aussi de la volonté de bien. Bien sûr, nous n'avons pas accès direct à cette pensée pure, cette pensée divine, car c'est beaucoup trop éloigné de nos états de conscience. Et puis en plus, ce n'est pas du tout la pensée comme on l'entend habituellement. Mais par contre, on peut offrir un terrain favorable à ce feu. Rien n'est séparé dans l'univers, pas même l'intention divine, ni son mental, ni le nôtre, tout communique. Alors cette pensée pure va pouvoir, quand elle trouve un terrain favorable, va pouvoir se propager, se transmettre au penseur, va pouvoir ensemencer le penseur. Le penseur se chauffe alors avec ce feu et se met à penser à partir de cette étincelle divine. À son tour, le penseur, en trouvant un terrain favorable, va pouvoir transmettre des pensées jusque dans l'humanité. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de propagation du feu divin. Le problème, c'est le terrain qui n'est pas bon, la plupart du temps. Alors, par cette réunion mentale, on peut voir toute la beauté de la chaîne de transmission de pensée. La pensée pure, le penseur, les pensées. Dans cette chaîne de transmission, on peut aussi se faire un peu un début de représentation de ce qu'on appelle la télépathie dans son sens très large. La télépathie qui est d'ailleurs un des enseignements majeurs de l'ère des Verseaux et qui amène au service mental. Dans cette réunion mentale, le feu se propage de haut en bas et va éclairer avec une grande clarté, éclairer tout le réseau. C'est le propre du feu. Il se propage et il éclaire, avec une grande puissance. C'est un fait. À nous, par contre, de lui donner les bonnes conditions. Il y a une petite analogie qui peut être intéressante avec le feu pour bien se représenter là, cette proposition. Il se passe aussi quelque chose comme ça sur le plan physique, le feu qu'on connaît nous dans le quotidien.
qui peut symboliser ça. C'est ce qu'on appelle le triangle du feu. Pour qu'il y ait un feu, comme on le connaît, un feu de forêt par exemple, dans le monde des formes, il faut 3 éléments. Il faut un combustible, comme le bois ou par exemple le papier, un comburant, comme l'air, plutôt l'oxygène la plupart du temps, et une source d'activation, une étincelle, une flamme ou la foudre par exemple. S'il n'y a pas ce triangle, ces 3 points, il n'y a pas de feu. Et bien pour le feu divin, c'est un peu pareil. Il faut un combustible, c'est-à-dire là où le feu peut brûler, dans le mental décentré. Il faut un comburant, l'air en référence à l'âme, au penseur. Et il faut une source d'activation, la pensée pure, l'étincelle divine, la source de tout. Si on enlève un des 3, il n'y a pas de feu. Alors attention, ce n'est pas une recette formelle, mais c'est bien une proposition d'union sur le plan mental. C'est quelque chose qui doit faire appel en nous à des façons d'être mentalement, à des attitudes mentales. Et on peut apprendre, une espèce de gymnastique mentale, s'entraîner à sentir ces espaces en nous, à les goûter, à les vivifier, pour accompagner complètement cette voie de réalisation. C'est un entraînement quotidien, c'est un yoga du service mental. C'est bien sûr quelque chose qu'on va pratiquer dans la méditation, dans ce qu'on appelle souvent la méditation mentale. Bon, alors admettons, on s'est bien entraîné depuis un mental décentré, qui s'intéresse avant tout à l'ensemble. On a pris le temps de rejoindre, de fusionner l'énergie du mental avec le mental uni, avec le penseur. On a écouté profondément, avec amour, afin que le feu le plus haut de la pensée pure se propage et éclaire. Mais éclaire quoi? Ça veut dire quoi éclairer? Pour nous un peu plus précisément. Qu'est-ce qu'on cherche? Une illumination un peu mystique, un flash, comme on disait avant? On comprend tout d'un coup, tout à tout? Non, évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Et il y aurait plusieurs propositions autour de cet éclairage. Mais c'est vrai qu'il y aurait bien des choses à dire, mais peut-être on va s'arrêter sur une des conséquences, des éclairages importants dans notre vie. À nous, chercheurs incarnés, à nous, dans notre quotidien. Quand le mental s'éclaire, une des conséquences, c'est qu'on va commencer à discerner clairement ce qui participe à la réalisation planétaire de ce qui participe à la réalisation individuelle. Discerner clairement ce qui va dans le sens de l'épanouissement de la conscience d'ensemble au sein des formes, de ce qui va dans le sens de l'épanouissement de la forme elle-même. Je le redis tellement c'est important de bien comprendre ça. Discerner clairement ce qui va dans le sens de l'épanouissement de la conscience d'ensemble au sein des formes, de ce qui va dans le sens de l'épanouissement de la forme elle-même. La différence est énorme. Ce sont 2 énergies totalement différentes. Pas qu'il y ait de jugement sur l'une ou l'autre, car comme on le répète souvent, les 2 sont nécessaires, mais en temps voulu. Il y a un temps pour chaque chose. Le gros problème actuellement dans l'humanité, c'est que bon nombre de personnes ont dépassé le stade du développement et de la réalisation personnelle, et ressentent déjà l'appel intérieur du service de groupe, ressentent déjà l'appel intérieur de participer à l'évolution de conscience au sein de l'humanité. Mais le problème, c'est que souvent ils se perdent en chemin par manque de discernement. Et on continue alors d'accompagner les idées et les pensées qui emmènent vers la réalisation formelle, personnelle, ce qu'on appelle l'involution, en étant persuadé de servir la réalisation de conscience, ce qu'on appelle l'évolution. On va prendre un exemple pour bien comprendre. On va prendre une qualité qu'on connaît tous. On va prendre la qualité d'harmonie. Une qualité de la vie elle-même qui cherche à s'exprimer. C'est tellement une qualité de la vie elle-même que, si on regarde bien, on cherche tous plus ou moins à y répondre. On est tous sensibles, on est tous un peu d'accord là-dessus. On est tous plus ou moins cherchant à vivre l'harmonie d'une manière ou d'une autre. Mais depuis le mental éclairé, par le feu de l'âme, l'harmonie peut être comprise, c'est juste une proposition, mais depuis ce feu éclairé, on pourrait comprendre cette notion d'harmonie comme la capacité à se mettre au diapason, à s'accorder à l'unisson avec les lois, les principes d'évolution du plan d'amour sur Terre. Être dans une espèce d'harmonie qu'on pourrait qualifier de verticale, intérieure, et de s'ouvrir au changement de conscience progressif que nous touchons.
L'harmonie, par contre, éclairée par le feu du mental individuel, c'est pas tout à fait ça. C'est souvent quelque chose qui est compris et interprété comme le besoin d'une tranquillité personnelle, sans trop de vagues. C'est souvent l'harmonie, pour nous, c'est de trouver un point d'équilibre personnel, un peu horizontal, en rapport avec les différentes formes qui nous entourent, et en souhaitant que ça bouge pas trop, que cela reste comme moi j'aime bien. On dit d'ailleurs des fois, ma vie est harmonieuse. Je travaille à mi-temps, je fais un petit peu de sport, du jardinage, de la méditation, j'ai quelques bons amis, tout va bien, c'est bien équilibré, bien harmonieux, et pourvu que ça dure, que ça ne change pas. L'harmonie éclairée par l'âme nous invite au contraire à nous dépasser, à progressivement ne faire qu'un avec les évolutions de la conscience que nous découvrons au fur et à mesure. L'harmonie, ça va être de mettre en rapport, en harmonie pour le coup, ces états d'être avec notre vie quotidienne, en espérant que ça bouge, que ça s'harmonise de plus en plus haut, même si ça génère des conflits et des inconforts passagers dans notre monde et dans notre quotidien. L'harmonie horizontale formelle nous met dans un circuit énergétique ayant tendance plutôt à se recroqueviller sur soi, à s'isoler, à se refermer, ne supportant que ce qui correspond à ma vision de la vie. Et on exclut alors ou on combat tout ce qui n'en fait pas partie. Ça nous mène un peu à des sortes de bulles individuelles, harmonieuses sur elles-mêmes, mais séparées les unes des autres. Une sorte d'ailleurs, vue de la grande vie une sorte totale de disharmonie. L'harmonie vue de l'âme est au contraire un circuit énergétique qui va plutôt ouvrir, qui se mélange, qui grandit. Les bulles interagissent, s'accordent avec toutes les notes présentes, s'enrichissent et s'épanouissent ensemble. Alors, qu'en est-il de tous les mouvements qui proposent une sorte d'harmonie, qu'on retrouve dans plein de domaines différents? Dans le monde de la santé, par exemple, on en entend parler partout dans les pratiques de santé alternatives. On parle des fois d'harmonisation des chakras ou d'autres choses, dans beaucoup de thérapies, des coachs de vie. On nous dit de retrouver de l'harmonie dans notre vie. Tellement d'exemples que la liste serait bien sûr trop longue. Dans d'autres domaines, dans l'art, l'harmonie on en parle énormément. Dans la psychologie, dans les différentes relations humaines, dans l'éducation. Et toutes les pratiques, même qu'elles soient spirituelles ou religieuses, qui nous parlent d'harmonie. Mais de quelle harmonie on parle? Et du coup, à quelle harmonie est-ce qu'on participe? Celle d'un certain équilibre formel, confortable, qui nous inscrit de plus en plus profond dans notre identification aux formes, ce qu'on appelle l'involution, ou l'harmonie qui tend en permanence à nous libérer de notre attachement aux formes, pour nous harmoniser à l'âme, ce qu'on appelle l'évolution. Si nous n'avons pas éclairé la notion d'harmonie au feu de l'âme, impossible de discerner. Et on va continuer, sans le savoir, à nourrir des projets et différentes activités qu'on pense évolutives alors qu'elles sont involutives. Quand la pensée pure a donné son étincelle de vie aux penseurs, les pensées de l'humanité deviennent claires, se restructurent. On a vu combien le feu détruisait ou construisait. Le feu du mental construit de nouvelles pensées et de nouvelles idées depuis un nouveau vécu. Les qualités fondamentales de la vie sont alors éclairées, c'est-à-dire révèlent leur véritable nature et non leur déformation perçue par le mental séparé. Les pensées évolutives sont alors vivantes en nous et révèlent toute leur beauté. Et on peut choisir en conscience ce à quoi nous participons. Il en va bien sûr de même pour les autres qualités de la grande vie. Les qualités, on avait un peu développé ça dans la première conférence, qui participent à la réalisation planétaire. On pourrait prendre comme autre exemple le pouvoir, la notion de pouvoir, la qualité de pouvoir. Éclairé par l'âme ou éclairé par le mental individuel, ça n'a pas du tout le même sens. Pourtant, on doit bien accompagner cette qualité dans nos vies. Au travail, dans la politique, dans notre cadre familial. Et la paix, à quelle paix est-ce qu'on participe? Et la justice, l'ordre, la fraternité, la bienveillance. Comme on disait au début, tout est à revoir, tout est à éclairer, à comprendre depuis un nouveau feu beaucoup plus grand.
Cette nouvelle réunion sur le plan mental a donc pour conséquence de nous éclairer, mais aussi de nous guider. Et il nous donne bien, du coup, une nouvelle voie de réalisation, de haut en bas, des qualités vécues et comprises dans les plans de conscience les plus élevés, pouvant se propager vers les formes que nous connaissons dans le règne humain. Ce feu peut véritablement nous guider dans la bonne direction, celle de l'épanouissement terrestre. Ce feu qui se propage et qui détruit, le feu qui détruit, les vieilles formes pensées de la conscience individuelle pour utiliser sa capacité à reconstruire de nouvelles formes pensées issues de la conscience de cœur et qui amènent les qualités d'être absolument partout. Rien n'échappe au feu. Le feu de la conscience se propage de haut en bas et son terrain favorable est l'amour. Alors, quand le feu de la conscience trouve son terrain favorable, le mental exprime toute sa puissance. L'énergie suit la pensée. Tout commence par la pensée. Les idées sont les fondations de notre civilisation. N'oublions pas que nous sommes le fruit de nos pensées et les idées qui en découlent. Pour conclure, on peut se rappeler, comme on le disait au début, une phrase importante. Notre Dieu est un feu dévorant. On pourrait rajouter un feu qui ne demande qu'à se propager. Mais le feu de Dieu ne peut se propager qu'avec le souffle de l'amour sur le terrain de l'impersonnalité. C'est un peu une petite phrase pour reprendre conscience de tout ce déroulement. Le feu de Dieu, de la pensée pure, ne peut se propager qu'avec le souffle de l'amour du penseur sur le terrain de l'impersonnalité, du mental impersonnel. Nous sommes, nous humains, grâce au mental correctement positionné, la possibilité de cette propagation. Le mental est le véhicule, le pont entre le règne de l'âme et celui de l'humanité. Le mental est le coursier qui va chercher et distribue les idées évolutives. Il est même la chaîne de transmission. C'est pour ça qu'on est invité à nous unir mentalement, à tous les différents niveaux, à pratiquer ce yoga mental entre les pensées, le penseur et la pensée pure. Voilà le véritable rôle du mental et de l'humain qui en est le porteur, qui en est le représentant. Bien voilà, la fin de cette conférence. C'est vrai que pour reprendre un peu le thème, on avait commencé par l'air qui nous avait invités à nous unir en tant qu'êtres. Le feu nous révèle, en poursuivant ce mariage au niveau du mental, et on continuera donc lors des prochaines conférences à sceller cette union, ce mariage, à tous les niveaux de l'être avec l'eau et la terre. Merci à tous et à bientôt, on se retrouve pour la prochaine conférence.